Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une très bonne fête de Tabaski. Que Dieu accepte nos prières et exauce tous nos vœux. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, le multipartisme intégral au Mali, quelles leçons en tirer avec M. Amadou Aya, secrétaire général adjoint du parti CODEM, Convergence pour le développement du Mali. M. Aya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est encore moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour le plaisir. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est M. Amidou Doumbia, secrétaire à la communication adjoint du parti ILMA. M. Doumbia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Monsieur Kamara, dites-nous quelle différence nous devons faire entre le multipartisme et le multipartisme intégral. Merci, Monsieur Dissa. En fait, le multipartisme, comme son nom l'indique, renvoie à la pluralité des formations politiques ou même des orientations politiques. Il s'oppose en cela alors au monopartisme. Donc, dans ces conditions, on peut dire que le multipartisme, c'est une organisation politique au sein de laquelle alors plusieurs partis politiques ou plusieurs sensibilités politiques ou plusieurs idéologies politiques peuvent s'affirmer sur le terrain politique avec une liberté, n'est-ce pas, de ton, une liberté d'expression, une liberté d'orientation. Et la différence avec le multipartisme intégral, c'est le fait que dans le multipartisme intégral, il n'y a pas de délimitation du nombre de partis. Dans le multipartisme tout court, n'est-ce pas? Parce qu'en général, on parle de monopartisme, de bipartisme, mais au-delà, n'est-ce pas, du bipartisme, on est dans le multipartisme. Mais dans la plupart des cas, n'est-ce pas, en ce qui concerne le multipartisme non intégral, si je puisse m'exprimer ainsi, alors il y a une délimitation, n'est-ce pas, du nombre de partis. Alors que dans le cadre du multipartisme intégral, alors toute organisation, toute association politique qui porte des valeurs, des idéaux, une philosophie politique ou une orientation, ou même, n'est-ce pas, une vision de la gouvernance ou de la gestion de la cité, quelle qu'elle soit, a la latitude, n'est-ce pas, de se mettre en œuvre sur le champ politique et bien entendu de concourir alors lors des élections, d'aller vers les citoyens pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc avec le mot intégral, nous n'avons plus de limites il n'y a plus de limites. C'est pourquoi au Mali, on a aujourd'hui près de 200 partis politiques. Pourquoi? Parce que depuis alors 92, n'est-ce pas, lors de la conférence nationale, les constituants maliens ont voulu qu'on opte pour le multipartisme intégral. D'accord, merci M. Kamara. M. Aya, partagez-vous ces définitions données par M. Kamara? Si oui, quelle appréciation faites-vous de cela aujourd'hui, que notre multipartisme soit intégral? Merci M. Dissa. Si on parle de multipartisme, permettez-moi d'abord de rendre hommage à tous ceux qui ont permis à ce que la démocratie soit au Mali une réalité. Il faut, quand on revisite l'histoire, c'est que depuis les années 1959, il y a eu une volonté, n'est-ce pas, d'un certain nombre de leaders d'aller vers, n'est-ce pas, le pluralisme politique. Et en 1960, nous avons opté pour un régime, en tout cas politique unique, qui était l'USRDA. Et avec le coup d'État également, nous avons assisté également, après les CMNL,
à la création de l'UDPM, qui parlait de démocratie, mais qui était un parti unique, parti-État. Mais pendant toute cette période, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour que mars 92-91 soit. Donc c'est le lieu aussi de rendre hommage à ces hommes qui ont permis aujourd'hui à ce que le constituant malien ait pu mettre dans notre acte, la loi fondamentale, le multipartisme intégral. À mon avis, je pense que je partage effectivement la définition donnée par le camarade Camara, que ce multipartisme effectivement intégral aujourd'hui qui a permis à plus de 200 partis politiques, parce que je vois qu'en 2015 déjà on avait plus de 176 partis politiques, de s'affirmer sur, n'est-ce pas, la scène politique à travers, n'est-ce pas, les débats, les idées et tout ça. Je pense que cela est à saluer. Parce qu'il faut aussi, je schématise souvent ce multipartisme intégral à la liberté d'expression. Parce qu'avec le multipartisme, nous avons vu aussi beaucoup d'associations, n'est-ce pas, qui se sont créées, mais aussi la presse aussi s'est libéralisée et qui nous permet aujourd'hui de faire ce débat. Donc je pense que ça a été, je pense, une avancée pour, n'est-ce pas, le pays qu'à partir de mars 1991, les événements de 1991, à partir de, n'est-ce pas, de la Constitution qui a été votée en 1992, que le multipartisme intégral soit une réalité, et ce qui a permis en tout cas à beaucoup de partis de s'affirmer pour en tout cas animer le débat politique sur le Mali. Merci M. Aya. M. Doumbia, quelle appréciation vous faites de cette situation, de ce multipartisme intégral, à en croire aux différentes définitions, en fait, qui ne nous laissent aucune limite, en fait. Ok, merci Dissa. Permettez-moi de revenir un peu sur la définition. Pour dire que c'est un système de partis composé de plusieurs, qui se caractérise par l'existence de plusieurs partis politiques. Le multipartisme peut être intégral, le multipartisme peut être modéré. Dans le multipartisme intégral, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de limitation des partis politiques. Mais dans le multipartisme modéré, on peut limiter, soit par rapport aux idéologies politiques, on peut limiter, soit par rapport aux résultats électoraux. Donc, cette distinction, c'est très important de le connaître. Maintenant, si vous me dites d'analyser un peu le multipartisme du Mali, moi je ne l'appellerais... Qui est intégral. Qui est intégral. Le multipartisme intégral du Mali, moi je ne dirais même pas multipartisme intégral, mais je parlerais plutôt de l'anarchie politique. Parce que multipartisme intégral, c'est vrai, on demande à ce qu'on crée des partis politiques, mais la fonction même des partis politiques, on crée les partis politiques pourquoi? C'est pour aller à l'exercice du pouvoir, c'est pour aller à la conquête du pouvoir et exercer le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, les 200 et quelques partis politiques qui existent au Mali compétissent régulièrement? Est-ce qu'aujourd'hui, le multipartisme intégral est évalué? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux partis politiques de faire régulièrement leur assemblée générale, de faire leur conférence nationale, est-ce que sur ces 200 partis politiques qui existent aujourd'hui, sur le site du ministère de l'administration territoriale, il y a une évaluation réelle qui se fait? Donc notre multipartisme est devenu comme une sorte d'anarchie parce qu'aujourd'hui quelqu'un est assis, il a un problème de leadership dans son parti politique, il s'en va créer un autre parti politique sans cap, sans avoir les moyens de pouvoir le structurer, sans pouvoir avoir les moyens de pouvoir travailler à conscientiser ou à faire une formation militante à travers la population. Donc ce qui est réel aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a parler de multipartisme, mais au Mali, il n'y a aucune évaluation, ce qui m'amène à dire qu'on fait plutôt face à une anarchie qu'à une sorte de multipartisme intégral vertueuse. Vertueuse. D'accord, merci M. Doumbia, M. Bokoum. Un multipartisme intégral salué par M. Aya, un multipartisme intégral qualifié d'anarchique pour M. Doumbia. Et vous, quelle est votre appréciation? Merci Dissa. Je pense que les deux sont conciliables au Mali. À saluer, le multipartisme intégral est à saluer parce qu'il n'y a pas de raison de vouloir limiter le nombre de partis pour dire que le non-respect de la limitation des partis peut entraver le processus démocratique. Je ne crois pas à cela. Mais seulement, c'est aussi l'anarchie au Mali parce que tout simplement, il existe la charte des partis et la charte des partis exige aux partis politiques de respecter ou de pouvoir
remplir certaines conditions, qui fait que de facto, c'est un peu limité, même si on ne le dit pas, parce que quand vous appliquez cette charte qui exige les sièges, les conférences, comme il a dit, les conférences, les congrès et tout ça, et donc vous vous rendez compte que l'architecture politique du Mali ne peut pas dépasser 30 partis au maximum. Et pourquoi on les laisse alors on les laisse aller, justement, c'est de là que le mot anarchie que je vais lui emprunter est bien sûr volontaire. Ça a été fait volontairement par ceux qui ont pris le pouvoir en 92. Et le but du jeu, c'était tout simplement de faire en sorte qu'on puisse décrédibiliser tous les courants et de créer des désordres, de faire en sorte qu'il n'y ait pas l'émergence de vraies alternatives qui puissent vraiment apporter la contradiction sur le plan politique, intellectuel et idéologique au Mali. Donc l'ADEMA, en prenant le pouvoir, a été l'instigateur même de la création de beaucoup de ces minuscules, de ces partis qui sont résumés à des familles, à des bureaux ou à des coins. Et donc cela était la résultante également de la mauvaise gestion de la transition démocratique au Mali, qui n'a pas réussi à doter le pays d'un véritable instrument qui consiste, disons, qui sont les partis politiques, les associations démocratiques et politiques et tout ça. Et donc, je pense que c'était un objectif qui a été visé par ceux qui étaient au pouvoir en 92 pour pouvoir le garder aussi longtemps que possible. Et malheureusement, ça donne ce que nous avons aujourd'hui. Et ce qui m'amène à vous poser toujours la question, M. Bokoum, finalement, pourquoi crée-t-on tous ces partis? Pourquoi nous avons autant de partis pour le Mali? Bon, comme je l'ai dit, le fait d'avoir autant de partis ne pose pas un problème dans un pays. Ça ne pose pas. Pourquoi on crée les partis? Dans le but. À votre avis, pourquoi nous avons tant de partis? Je n'ai pas dit que ça pose problème. Non, nous avons tant de partis. C'est l'expression de la volonté souveraine du peuple qui avait, à la suite de la conférence nationale, qui avait des expériences dans le passé avec le régime de Moussa Traoré, où il était extrêmement difficile même de s'organiser en association, à forte raison de venir dans un parti politique. Donc il était nécessaire à l'époque, c'était un contexte particulier qu'il faut reconnaître. C'était l'ouverture du monde, c'était la chute du mur de Berlin. C'était à une époque où vraiment il y avait l'aspiration des peuples à pouvoir s'affirmer, à prendre les directions qu'ils souhaitent sans que ce soit dans un cadre bien organisé ou qui puisse être orienté obligatoirement vers telle ou telle idéologie. Donc le choix... C'est le même contexte à présent. Le contexte aujourd'hui n'a pas changé du point de vue démocratique, sauf que ce qui est à expliquer là-dedans, c'est que en réalité, l'avènement de la démocratie au Mali était une transition qu'il faut que les gens comprennent. C'est une transition démocratique. Et c'est une transition qui a échoué et dont nous avons les conséquences actuellement, qui consiste à ce désordre au niveau de l'architecture politique malienne, où les gens se retrouvent sans idéologie, sans objectifs, sans programme, sans les éléments fondateurs même d'un parti qui consiste tout simplement à avoir une vision de ce que vous voulez pour votre pays. D'accord, merci M. Bokoum. M. Doumbia, je reviens à vous. Alors finalement, selon vous, pourquoi crée-t-on tous ces partis? D'abord, pourquoi on crée tous ces partis? Moi, quand je l'analyse, d'abord, il y a un problème de leadership. Vous allez trouver qu'au niveau de beaucoup de partis politiques, il y a un leader, surtout au Mali, qui souvent ne fait que son désiderata, c'est-à-dire il applique ce que lui il pense. Et beaucoup, par la volonté de vouloir manifester ou mettre en œuvre leur leadership, quittent pour aussi se faire voir. Donc il y a ce problème-là. Donc je suis dans tel parti politique, j'ai du mal à me mouvoir, j'ai du mal à faire mes prestations, j'ai du mal vraiment à assurer la plénitude de mon leadership. Je quitte, je vais aller créer un nouveau parti politique pour qu'on puisse me voir. Il y a absence aussi de ligne politique. Au Mali, la majorité des gens suivent les personnes plus que les idées. Si vous suivez les personnes peuvent vous décevoir. Et là, si une personne te déçoit, c'est ce qui amène beaucoup de transhumance politique. Aller migrer vers d'autres partis politiques ou aller créer d'autres formations politiques. Mais s'il y a des idéologies et qu'on intègre par rapport aux idéologies, l'homme peut vous décevoir, mais vous allez vous battre jusqu'à votre dernier souffle pour imposer votre idée, pour imposer votre leadership. Donc tant que l'idéologie n'est pas mise devant, à la moindre des choses, les gens quittent le navire parce qu'ils ne s'attendent pas soit avec le leader. Les gens quittent le navire parce que tout simplement, pour eux, ils n'ont pas cette liberté de pouvoir mettre en œuvre leur leadership. Il y a aussi ce qui est fondamental, la recherche des intérêts personnels. Aujourd'hui, je suis membre
de tel parti politique qui n'a aucun représentant dans le gouvernement, je vais dans un parti qui a un membre qui est représenté dans le gouvernement. Là, en ce moment, je peux me permettre, je peux avoir plus de facilité. Ça, c'est un aspect. Recherche personnelle, parce que si vous créez un parti politique et que vous êtes président de parti politique, vous allez avoir plus d'audience, vous allez participer aux réunions avec le président de la République. C'est une question de leadership et une question de recherche d'intérêt personnel, ce qui amène les uns et les autres à se positionner, à créer des partis politiques qui en réalité ne sont que des petits clubs de soutien ou des partis politiques qui ne dépassent pas 20 membres. Aujourd'hui, les gens sont en train de créer les partis politiques au Mali parce qu'il n'y a pas de suivi. Il y a une facilité. Vous venez, vous créez le parti politique pendant 2 ans, 3 ans, vous n'avez aucun résultat, vous ne participez à aucune échéance et votre parti va exister jusqu'à un temps record. Donc, s'il y a le suivi et que les gens mettent les idées devant et qu'il y a moins de conflits de leadership, vous allez voir qu'il va y avoir moins de partis politiques. Je vous donne juste une illustration. D'accord. Je vous donne juste une illustration. Vous allez prendre par exemple les partis à la base comme l'ADEMA, le SNID. Pourquoi il y a eu tant de micro-partis à partir de ces partis-là? Parce qu'en réalité, il y a des leaders qui existent, qui sont des présidents de ces partis plus de 20 ans. Il y a d'autres, à un moment donné, qui veulent se faire voir et ils vont créer d'autres partis politiques. D'accord. On a entre autres beaucoup d'éléments qui montrent effectivement que les gens sont en train d'aller créer des partis politiques pour eux, mais pas pour l'intérêt du peuple. Merci M. Doumbia, M. Aya. Alors, M. Babarou a placé la chose dans son contexte. Alors, il fut effectivement un moment où on avait besoin de liberté d'expression, de liberté d'association. On l'a acquis à la suite d'une grande révolution. Personne ne l'a oublié encore. Et donc, il y avait une période très euphorique de création des partis politiques, selon M. Bokoum. Si je reviens à M. Doumbia, alors il parle de problèmes de leadership, de problèmes d'absence de ligne politique, il nous parle de recherche d'intérêt personnel. En plus de ces éléments cités, alors quelles sont selon vous d'autres raisons qui pourraient expliquer la création de ces nombreux partis politiques? Monsieur Dissa, moi je pense que, à mon avis, le multipartisme intégral ou multipartisme tout court est une véritable avancée. D'accord. Maintenant, je pense que ceux qui sont en train de mettre, ce n'est pas un désordre ou une anarchie. Parce que quand on parle de désordre ou d'anarchie, ça veut dire qu'on quitte le cadre législatif. Tant qu'on est dans le cadre législatif, on n'est pas dans l'anarchie, on n'est pas dans le désordre. On est dans la légalité parce que la loi fondamentale permet aujourd'hui à tout citoyen malien de pouvoir créer son parti et de l'animer. Pourquoi crée-t-on un parti? C'est aussi, n'est-ce pas, décliné dans la charte des partis politiques que la raison fondamentale de créer un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et l'exercer. Ça, c'est la définition globale. Maintenant, les différentes difficultés ou je pense que le manque de leadership ou tout ce qu'on dit ne sont pas des raisons souvent, qui font qu'il y a une multitude de créations de partis. Je pense qu'au niveau de nos textes, la création des partis politiques est très facile. Donc les conditions de création font qu'il est facile de créer un parti politique. Ça peut être une des raisons qui font que facilement les gens, une fois, c'est-à-dire créer leur parti politique. Mais aussi, c'est le fait aussi que nous sommes à l'exercice, moi je parle à l'apprentissage de la démocratie. Nous sommes une démocratie. Ailleurs, où je prends des pays voisins, où la démocratie est très ancienne, on peut dire même un peu ancienne comme la France, nous avons après 300 partis politiques. Mais pourtant, 300 partis politiques. En France? Non, un pays africain. Ah, ok. Le Sénégal, par exemple, tout près. Nous avons après 300 partis politiques. C'est une vieille démocratie. Maintenant, il appartiendrait, moi je pense, aux partis politiques de mieux former, de mieux sensibiliser les militants afin de comprendre le jeu politique, afin de faire en sorte que l'exercice de la démocratique soit, c'est-à-dire ce qui est souhaité et ce qui est souhaitable pour le pays. Mais sinon, à mon avis, je pense que la création c'est-à-dire que le multipartisme intégral en tant que tel est vraiment une avancée démocratique, comme je dis, parce que ça a été acquis, n'est-ce pas, de haute lutte. On ne peut pas revenir dessus. Maintenant,
je crois que ce qui est à revoir, c'est la charte des partis politiques, qui est une loi qui cadre, n'est-ce pas, le fonctionnement des partis politiques. Et même le contrôle et tout ce qu'on dit, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau, au niveau de la charte des partis politiques, qui a été créée, votée en 2000, qui a fait juste une seule relecture en 2005. Que tout le temps, les gens ont tenté, n'est-ce pas, de relire cette charte afin de rendre un peu, n'est-ce pas, d'encadrer, n'est-ce pas, le fonctionnement normal, ou en tout cas d'encadrer, n'est-ce pas, de simplifier la vie politique. D'accord. Merci, M. Aya. M. Camara, si vous souhaiteriez réagir par rapport aux raisons de création de ces partis, les avoue, mais j'avais plutôt une question pour vous. Quelles sont, selon vous, les fonctions des partis politiques? Et dites-nous si les partis politiques au Mali, dans leur majorité, en fait, sont à jour de jouer ces fonctions-là. Sinon, pourquoi? Bien. En fait, comme ils l'ont si bien dit, je crois que les partis politiques sont des appareils de conquête et d'exercice du pouvoir. Dans un pays, tout le monde ne peut pas devenir homme politique. Mais ceux qui nourrissent des ambitions politiques, qui veulent se mettre au service de la communauté, à travers, bien entendu, l'exercice du pouvoir public, sont obligés, en démocratie, de créer des partis. Et ces partis sont normalement, n'est-ce pas, un parti, il y a un aspect matériel, il y a aussi un aspect immatériel que je considérerais comme un aspect idéologique qui est extrêmement important. C'est un corps, c'est en même temps une âme, un parti. Le corps, c'est tout ce qu'on connaît, n'est-ce pas, les sièges, les militants, alors les structures du parti, ainsi de suite. Mais l'âme du parti, c'est la philosophie politique qui sous-tend l'action de ce parti-là. Donc, lorsque un parti a un corps, n'a pas une âme, ou a une âme, n'a pas un corps, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui manque. Mais il se trouve que malheureusement, avec la facilité, comme M. Aya l'a dit, que nous avons au Mali de créer les partis, beaucoup de partis créés ne sont ni plus ni moins que des GIE, c'est-à-dire des groupements d'intérêt économique, tout simplement. Donc, les rôles dévolus aux partis, à savoir réfléchir sur les conditions de vie des citoyens, analyser les aspirations du peuple, comprendre les convictions, les attentes, n'est-ce pas, de son peuple, essayer de proposer une issue permettant en tout cas à son peuple de se sentir à l'aise, d'avoir ses attentes comblées, à savoir le développement, n'est-ce pas, l'éducation, la santé, les infrastructures, tout ce qui est chanté, n'est-ce pas, dans tous les partis politiques. En fait, n'est-ce pas, ce travail-là. Alors, normalement, chacun des hommes politiques, en tout cas des leaders politiques, qui sont à la tête de ces différents partis, doivent en faire leur raison d'être. Et pour réussir cela, ils sont obligés de se faire entourer par des hommes et des femmes qui partagent la même vision, qui ont assez d'énergie pour pouvoir effectivement concrétiser cette vision-là sur le terrain. Et naturellement, ils doivent aussi partager, n'est-ce pas, leur idéologie, les valeurs qu'ils défendent, les convictions qu'ils soutiennent avec la grande majorité, n'est-ce pas, de la population. Donc c'est pourquoi, quand dans un pays comme le Mali, qui a moins de 20 millions, n'est-ce pas, de personnes, on a 200 partis politiques, personne ne peut dire qu'on a 200 projets de société pour le Mali. Ce serait ahurissant, n'est-ce pas? 200 projets de société pour une population, n'est-ce pas, de 20 millions de personnes, ce n'est pas acceptable. Mais le fait qu'il y ait cette pluralité, cette prolifération même, j'allais dire, de partis,
ça peut s'expliquer par beaucoup d'autres facteurs, n'est-ce pas? Je crois que les uns et les autres ont évoqué ces facteurs-là. Et on peut comprendre que tout ceci est lié au handicap, n'est-ce pas, des politiques eux-mêmes à former, n'est-ce pas, la population, à former les militants, à amener les militants à mieux cerner la chose politique, à comprendre que la politique, ce n'est pas la félonie, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la trahison, mais que c'est vraiment une affaire sérieuse d'hommes et de femmes sérieux, alors qui s'engagent pour véritablement apporter leur contribution alors à l'édification de leur pays. Merci à M. Camara. M. Doumbia, le rôle dévolu aux partis politiques, au-delà en fait de ce premier grand rôle ou fonction, première grande fonction d'aller à la conquête du pouvoir afin de l'exercer, M. Camara parle de réflexion que les partis doivent produire dans le sens du développement du pays, il parle de la formation des militants. Quelle autre fonction vous voyez chez les partis politiques, et dites-nous si oui, en fait, les partis politiques jouent ce rôle-là, s'ils ne jouent pas, pourquoi selon vous? Okay. Si vous me permettez de revenir sur certaines notions qu'on a utilisées, que Aya est revenu là-dessus. Quand on parle d'anarchie, on ne dit pas qu'il n'y a pas de texte ici, mais quand les textes ne sont pas respectés dans un pays, c'est de l'anarchie. La charte des partis politiques, si on l'appliquait comme telle, on n'allait pas se retrouver sur le site du ministère de l'administration territoriale avec 200 partis politiques. Donc, on n'allait jamais parler d'anarchie si c'était respecté. Mais l'anarchie, c'est ce qu'on voit sur le site du ministère de l'administration territoriale qui est tout simplement ridicule parce qu'on trouve des partis politiques qui n'exercent même pas. Et même si aujourd'hui, on va faire un suivi sur le terrain, vous allez trouver qu'ils n'ont pas de siège, qu'ils n'ont pas de permanence. Donc, en réalité, ils ne sont pas des partis politiques. Il faut nettoyer. Comme Babarou l'a dit, on va revenir avec une quarantaine de partis politiques si le travail est fait sérieusement et si les textes sont appliqués. Et dans une république où les textes ne sont pas appliqués, moi j'appelle ça de l'anarchie. Ce n'est pas, le mot n'est pas dur, mais il faut appeler le chat par son nom. Maintenant, on parle de création de partis politiques. Les fonctions, les rôles. Oui, je vais parler de tout ça. Maintenant, la création, parce qu'on a parlé de création, qui est... Moi, je trouve que si on s'hasarde à mettre la barrière par rapport à la création, il va y avoir un problème. Mais là où on peut rattraper les gens qui créent les partis politiques, c'est le suivi. Il y a beaucoup qui créent des partis politiques. Mais si on fait le suivi, c'est-à-dire de la conquête du pouvoir, si, la tenue des assemblées générales, des conférences nationales, vous allez à un moment donné, ceux qui créent, après vous allez avoir des arguments nécessaires pour pouvoir un peu jouer sur un peu le nombre et appliquer les textes. Maintenant, vous me parlez de fonctions. Si vous me demandez de donner des fonctions aux partis politiques, je vous parlerai de deux fonctions. C'est-à-dire une fonction manifeste qui consiste à aller à la conquête du pouvoir et à l'exercer. Et une fonction latente. Une fonction latente, on l'applique dans la mise en œuvre de nos activités, c'est-à-dire la formation des militants, de la population. Idéologiquement, on a cette fonction-là de former idéologiquement notre population. C'est ce qui fait qu'on a des militants. Mais au Mali, on a ce qu'on appelle en sciences politiques des partis politiques attrape-tout, qui ne cherchent que des électeurs, mais qui en réalité ne forment pas. Et quand on va parler de fonction latente, c'est la solidarité aussi entre les membres. C'est aussi la création d'emplois parce qu'on prend une permanence, on paye le permanent. C'est tout ça, ça fait partie des fonctions latentes. Et il y a aussi une fonction manifeste. Mais justement, est-ce que nos partis politiques alors, font face à ces devoirs-là de formation, surtout des militaires, sinon pourquoi ils ne le font pas? Moi, je vais vous donner l'exemple. Quand on prend le ratio des 200 partis politiques et tu fais une comparaison, tu ne vas trouver que 10% qui jouent réellement cette fonction comme il le faut, c'est-à-dire la formation des militants, c'est-à-dire une permanence, tenir régulièrement les assemblées générales, les conférences régionales, et tout simplement, c'est ridicule ce qui se passe. Maintenant, il y a quelques partis politiques qui forment. Je peux dire que notre parti politique, c'est l'un des rares partis politiques qui forment à l'idéologie. Vous prenez un militant élément comme ça dans la rue, je vous mets au défi, vous sortez, vous demandez à un militant élément de vous parler des principes et les valeurs du parti politique, du parti élément, ils vont vous le dire sans hésiter. Et nous formons. Mais c'est quand même une petite goutte d'eau dans l'océan de partis politiques qui ne fait pas de formation idéologique. Mais pourquoi ils ne le font pas en fait? Ils ne le font pas parce que c'est la base même de la création du parti. Si vous créez un parti politique pour que vous-même vous soyez un jour seulement député,
ou que vous parvenez à venir sur les plateaux TV faire des débats, vous n'allez pas le faire. Mais si vous créez le parti politique parce que vous voulez apporter un changement positif dans votre pays, vous voulez former votre population, vous voulez que aujourd'hui, dans un bref délai, on puisse avoir une population qui soit formée, qui puisse affirmer son leadership, mais vous allez le faire. Mais la plupart, la base de la création des partis politiques, ce n'est pas pour appliquer ces fonctions, mais c'est pour résolver des problèmes d'intérêt personnel. Et donc pour cela, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup qui créent et qui, à un moment donné, 1 année, 2 ans, ils ferment, après ils réouvrent. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle l'anarchie. D'accord, merci M. Doumbia, M. Bokoum. M. Camara, au niveau des fonctions des partis politiques, a parlé en fait de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Il a aussi parlé de la formation des militants. Alors, ces fonctions sont reprises effectivement par M. Doumbia. Vous... qu'est-ce que vous pensez, en fait, de toutes ces fonctions-là que les partis politiques doivent jouer? Est-ce que nos partis politiques, alors, jouent vraiment ces rôles? S'ils ne jouent pas ces rôles-là, pourquoi ne le font-ils pas, selon vous? Tout cela dépend toujours aussi de l'objectif et des raisons pour lesquelles on crée un parti. Parce qu'on l'a dit, il y a ce que la loi dit et les motivations des uns et des autres à créer les partis. Donc il y a l'environnement juridique qui est là, qui favorise la création des partis. Ce n'est pas ça le problème. Mais le fait que les gens viennent, la démarche qui ramène les gens vers la création des partis est toujours basée sur le fait d'en utiliser comme une passerelle, les permettant d'accéder à des fonctions de l'État, à des fonctions ministérielles, à des fonctions à travers le pays et même d'obtenir des marchés publics. Donc on voit que dans cette dynamique-là, ça fait que les uns et les autres, la plus grande majorité des gens qui créent les partis au Mali, ce n'est pas par carence d'espace politique qu'ils le font, ce n'est pas par carence de nombre de partis ou rien du tout, mais seulement ils le font uniquement dans l'objectif de vouloir l'utiliser pour en faire une passerelle et puis de venir dans l'exercice du pouvoir ou de trouver un moyen d'insulter le pouvoir, de se faire passer comme un véritable adversaire alors qu'il n'y a aucune base derrière. Et après, on prend ces femmes et ces hommes, on les amène au gouvernement de la République du Mali, ce qui pose un véritable problème de gouvernance d'ailleurs, parce qu'on a vu que quand vous prenez à chaque fois, on dit la majorité présidentielle. Mais quand vous prenez la majorité, c'est à partir, et vous dépouillez cette majorité des partis opportunistes qui viennent uniquement pour avoir des choses, vous vous retrouvez avec 5 ou 6 partis. Donc le problème est très profond au Mali, mais ce n'est pas une raison pour mettre une limite. Mettre une limite sur le nombre de partis au Mali, parce que cela risquerait d'être utilisé contre des gens qui ont réellement une véritable démarche patriotique pour pouvoir apporter quelque chose au débat politique. Donc le but, c'est vraiment, comme mon camarade l'a dit, il faut vraiment que la charte des partis soit un peu appliquée sans complaisance et qu'il y a un autre volet sur le fait que nous n'avons pas, tous les partis ne jouent pas le rôle. Il faudrait reconnaître également que sur la subvention qu'on apporte aux partis politiques, les grands partis qui ont ces subventions, c'est eux qui ne foutent rien en termes de formation de leurs cadres et en termes de mobilisation. Donc l'argent qui vient... Qu'est-ce que vous entendez par grands partis? Les grands partis, vous avez les plus grands partis qui sont au-dessus de tout le monde sur les subventions. C'est la majorité présidentielle, bien entendu. Disons le RPM, et puis vous avez l'URD. Et il y a d'autres partis qui suivent. Après, ça dépend des nombres. Sur quelle base ils sont grands partis? Ces classements, c'est sur quelle base? Grands partis, c'est en fonction du nombre d'élus. Si c'est en fonction du nombre d'élus, est-ce que l'URD en a plus que l'ADEMA que vous n'avez pas cité? Non, il y a l'ADEMA, ça m'a échappé. Je n'arrive pas à tout citer, mais l'ADEMA fait partie, bien entendu. Il y a l'ADEMA qui prennent, il y a d'autres qui prennent 70 millions, 80 millions, 100 millions, et 200 millions même. Et donc, ce sont ces partis-là qui ne foutent pas grand-chose avec l'argent dans le cadre de la formation et de l'orientation de leur parti. Mais par contre, les partis qui ont des minuscules sommes, comme le SADI par exemple, se retrouvent en permanence à former. On fait des missions régulièrement à l'intérieur du pays, on fait les assemblées générales, et en même temps, nous sommes presque le seul parti quand même à rassembler ces élus locaux pour les donner une formation sur la gouvernance et la gestion. À ma connaissance, les autres l'ont fait aujourd'hui. Nous, on l'avait fait il y a plus de 4-5 ans. Donc, c'est des problèmes aujourd'hui qui se posent. Il y a des questions de moyens. C'est-à-dire que les partis réellement qui travaillent sur le terrain ont vraiment des difficultés à pouvoir subvenir aux besoins réels et à l'attente des militants sur le terrain. Mais par contre, les partis qui disposent de beaucoup de moyens de l'argent public n'en font pas grand-chose. Et ça me permet de faire une petite passerelle sur, on avait parlé de la charte
des partis politiques, il faut aussi parler du statut de l'opposition, qui fait partie des partis politiques. Donc, en faisant le statut de l'opposition, c'était aussi une violation flagrante de l'esprit même du pluralisme politique. Parce que vous demandez à ce qu'il y ait beaucoup de partis politiques d'obédience marxiste, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient centre-gauche ou peu importe l'orientation idéologique, mais en ce moment, vous ne pouvez pas légiférer pour demander à un seul parti de porter la parole. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à un libéral de porter la parole d'un parti de gauche. Ça n'a aucune logique démocratique. En fait, il y a quand même une question à laquelle je tiens. Et je l'ai posée à M. Doumbia, je voulais poser à vous aussi. En fait, les raisons qui font que les partis politiques, par exemple, ne forment pas leurs militants. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les partis politiques ne forment pas? C'est ce que je veux vraiment comprendre. Il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Vous avez un premier paramètre, c'est une déficience idéologique, parce que vous avez beaucoup de partis politiques qui sont conçus, mais qui n'ont pas d'orientation idéologique réelle. Est-ce que je suis dans telle orientation ou quelle peut être ma vision politique? Dans ce cas, quand vous n'avez pas matière à former, vous ne pouvez pas vous aventurer sur le terrain. Il y a après des partis qui ont des orientations, mais qui ne l'assument pas, qui ne veulent pas l'assumer. Par exemple, dire que je suis un libéral réel au Mali. Donc, former un Malien, un pauvre dans le libéralisme, je ne pense pas que ça puisse coller. Et donc, ces partis se retrouvent dans des difficultés énormes à pouvoir orienter ou à pouvoir former et donc préfèrent aller dans d'autres chemins. Et quant à nous, de gauche, bien entendu que c'est tellement facile de former, parce que la gauche même, aujourd'hui au Mali, je ne peux pas comprendre qu'on soit libéral au Mali, parce qu'un libéral, c'est un criminel au Mali. Vous ne pouvez pas être libéral dans un pays à 90% pauvre, qui vit en dessous du seuil de la pauvreté mondiale et qui a besoin d'assistance, de solidarité et plus d'État pour pouvoir survivre. Merci, M. Boukouma. M. Aya, avez-vous d'autres raisons qui expliqueraient le fait que les partis politiques, dans leur grand nombre, ne forment pas leurs militants? Oui, vous savez, c'est très facile souvent de dire on ne forme pas. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que nous sommes à l'apprentissage de la démocratie. Nous sommes une très jeune démocratie. Et qui fait que déjà les acteurs qui se sont retrouvés déjà à la tête de direction n'avaient pas eux-mêmes une formation politique adéquate pour eux-mêmes souvent former. Donc c'est déjà un handicap. L'autre handicap, c'est aussi, il faut comprendre aussi que le pays est à 80 à 90% analphabète. Et cela sont des sous-sens, sont des facteurs qui limitent souvent, n'est-ce pas, la transmission, n'est-ce pas, de la connaissance politique dans la langue de Molière, dans nos différentes langues, dans nos différentes langues, c'est-à-dire nationales. Donc vous voyez, ce sont des éléments qui font cela. Mais le facteur, c'est-à-dire moyen financier, parce qu'on parle du financement public, qui est 0,25%, je crois, de l'assiette fiscale, qui fait que certains partis en ont beaucoup plus que d'autres. Mais au-delà, à côté de n'est-ce pas, de financement public, il y a aussi, comme les partis politiques doivent aussi avoir d'autres sources de financement, qui sont les cotisations, qui sont les dons, qui sont les legs, qui sont d'autres activités, qui est aussi cadré par la loi. Maintenant, c'est que ce que nous remarquons, c'est que même au niveau de ces directions des partis politiques, mais rares sont des partis politiques dont ou même les responsables de direction sont à jour de leurs cotisations. Donc ce sont des facteurs qui limitent, n'est-ce pas, la formation. Maintenant, pour revenir à mon ami Abidou, je pense qu'il faut faire le distinguo entre la floraison des partis politiques et l'encadrement juridique, n'est-ce pas, de la charte des partis politiques. Vous ne voyez pas dans la charte des partis politiques dire que voici les conditions de retrait des récépissés. Quand vous avez votre récépissé, il n'est pas dit, il est effectivement donné des orientations, comment il faut l'obtenir. Il est dit que vous devez faire la mission, c'est la formation, la sensibilisation, mais il n'est pas donné des conditions de retrait des récépissés. Et tant que vous n'avez pas cela, c'est pour ça qu'il est important d'aller dans certains pays. Je me rappelle qu'il y a eu des missions au Ghana, dans certains pays comme le Ghana, où si vous ne participez pas à une élection générale, on vous retire le récépissé. C'est pour cela, je pense qu'il est important de relire, n'est-ce pas, notre
loi, c'est-à-dire notre charte des partis politiques, pour permettre de simplifier un peu notre vie politique. Mais en ce qui concerne la formation, je vous avoue que chaque parti, à l'approche des élections, n'est-ce pas, se mobilise en fonction de ses moyens pour quand même essayer de former. Parce qu'il y a plusieurs types de formation. Il y a la formation idéologique, même la formation du vote est une formation. Donc je pense que tous les partis, à cette période, ont intérêt à aller vers les militants, de leur dire comment il faut voter, comment il faut se comporter. Tout ça sont des éléments qui font qu'aujourd'hui, je sais que dans les milieux, en milieu rural, beaucoup de gens aujourd'hui savent comment il faut voter. C'est tout ça. N'est-ce pas, ça fait partie de la formation. D'accord, merci M. Aya, M. Camara. En dépit de ce grand nombre de partis politiques, nous constatons l'émergence de nouvelles forces religieuses, de nouvelles forces citoyennes. Pour beaucoup, cela s'explique par le fait que les politiques ont dessus. Quelle est votre lecture de ces situations? Bon, c'est vrai que les politiques donnent le sentiment d'avoir dessus, mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays, où je dirais même dans des pays, où il y a tellement de défis à relever, tellement de priorités, qu'il est extrêmement difficile pour un homme politique de pouvoir répondre à l'ensemble des aspirations alors du peuple en un temps record. Même si, n'est-ce pas, cela ne peut pas permettre de dédouaner les carences et les insuffisances, n'est-ce pas, des hommes politiques. L'argent public des partis politiques, qui normalement doit être utilisé pour former, encadrer, éduquer, n'est-ce pas, les militants et même les populations, en général, cet argent-là est utilisé pour acheter, n'est-ce pas, les voix lors des élections. Et les partis politiques, pour la plupart du temps, ne cherchent pas à avoir des militants. Parce qu'un militant, alors c'est un citoyen avisé, lucide, capable d'évaluer les comportements, les actions et les pratiques politiques. Mais lorsque les citoyens ont une telle capacité, ou lorsqu'on donne aux citoyens, n'est-ce pas, une telle capacité, il est clair qu'il y a beaucoup de comportements politiques qui ne peuvent pas être acceptés par ces mêmes militants-là. Parmi lesquels comportements politiques, la personnalisation des partis politiques. Vous savez, quand vous prenez le Mali aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques où on connaît plus les leaders que le parti. Ou d'ailleurs, n'est-ce pas, dans les discours courants, alors on va dire le parti de telle personne. Donc les partis, n'est-ce pas, deviennent des instruments de promotion d'un individu. Et puisque c'est cet individu qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui à la fois Dieu et le prophète, les militants n'existant pas, en ayant en face que des électeurs, il va sans dire qu'il n'y a personne pour cotiser. Quand Aya demande, n'est-ce pas, que les partis aient d'autres ressources pour, n'est-ce pas, pouvoir fonctionner, mais des gens qui ne comprennent rien à ce que vous faites, des gens qui pensent qu'ils sont là juste pour faire vous, votre promotion, mais il vous reviendra dans ces cas aussi de les payer pour ça. Mais si, n'est-ce pas, vous leur donnez les outils pour réfléchir, pour analyser, pour critiquer, pour comprendre, n'est-ce pas, les comportements, les actions, les orientations politiques, ils peuvent même comprendre que vous êtes, n'est-ce pas, en déficit sur le plan financier, mais accepter de consentir, n'est-ce pas, l'effort de mettre la main à la poche pour alors soutenir vos actions ou vos comportements. Donc, simplement pour vous dire qu'au fond, n'est-ce pas, les hommes politiques eux-mêmes contribuent alors à se décrédibiliser. Ça, c'est un aspect très important. Ils se décrédibilisent aussi à travers les discours. Les discours, pourquoi? Vous trouverez un homme politique A aujourd'hui qui est avec le pouvoir. Tant que lui, il est avec le pouvoir, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais il suffit simplement qu'il soit débarqué. Vous allez voir le même homme politique, alors en train d'attaquer avec une férocité d'un chien arrangé, n'est-ce pas, le même pouvoir. On a l'impression que, mais au fait, où était-il
tout le temps qu'il était au gouvernement, pourquoi n'a-t-il pas indexé, n'est-ce pas, les problèmes qu'il est en train d'indexer? Pourquoi n'a-t-il pas soulevé toutes ces questions-là, etc., etc. De l'autre côté, vous allez voir un homme politique qui est dans l'opposition, qui va attaquer le pouvoir avec la même énergie, la même férocité. Mais une fois que, n'est-ce pas, alors le pouvoir lui fait appel et qu'il se retrouve dans le gouvernement, mais tous les problèmes disparaissent du coup. Il n'y a plus de problème, tout va très bien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a combattu, tout ce qu'il a dénoncé, tout ce qu'il a remis en cause semble du coup inexistant par le simple fait que lui, il est changé de camp. Donc, des comportements de cette nature décrédibilisent l'homme politique. C'est des choses qui décrédibilisent alors la chose politique. Et les risques à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, on voit qu'il y a des religieux qui commencent, n'est-ce pas, à donner de la voix. Et j'allais, n'est-ce pas, terminer sur un dernier point par rapport à ça, et relativement à ça. Il y a aussi le fait, aujourd'hui, je salue tous les camarades autour de cette table-là, parce que pour un homme politique aujourd'hui, venir débattre, c'est prendre un risque énorme. Les hommes politiques avaient déserté, n'est-ce pas, alors le terrain des débats d'idées. Maintenant, lorsque, n'est-ce pas, les hommes politiques, les intellectuels désertent alors le champ, n'est-ce pas, du débat d'idées, mais les charlatans vont l'occuper. Et cette occupation des charlatans-là fait que semble créer l'illusion comme quoi, n'est-ce pas, des gens qui ne travaillent même pas, n'est-ce pas, pensent qu'aujourd'hui, ils valent mieux que les hommes politiques. Ils pourront mieux, n'est-ce pas, prendre le pouvoir et mieux gouverner le pays, etc., etc. Il y a des illusions comme ça qui se forment, mais je pense qu'il est important que les hommes politiques se ressaisissent et agissent dans l'intérêt, n'est-ce pas, du plus grand nombre de nos concitoyens. Merci à M. Camara. Monsieur, je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que 12 minutes, donc nous allons devoir aller vraiment très vite et je suis sûr et certain que alors, nous n'aurons pas peut-être même 2 tours de table encore. Donc, M. Bokoum, quand nous regardons les alliances que les partis politiques font lors des échéances électorales, que ce soit les municipales, les législatives, les présidentielles, alors finalement, est-ce qu'on ne peut pas envisager la restructuration en fait de cet ensemble-là en 2, 3, 4 grands blocs, mais vraiment très puissants? Et cela va être un peu compliqué parce que vous avez, les élections ne sont pas les mêmes selon que ce soit local ou présidentiel. Donc quand il y a une élection locale, il y a des réalités sur le terrain qui ne correspondent à rien à l'architecture nationale du parti ou de ses orientations. Souvent, il y a des enjeux locaux qui remportent souvent sur d'autres considérations quand on est dans les élections régionales ou etc. Maintenant, la présidentielle, c'est autre chose. Et donc, je ne pense pas que dans ce cadre-là, même s'il doit y avoir une fusion ou un rapprochement entre les partis, il faut que cela soit fait sur base saine, sur une clarté et puis une orientation dans la fermeté des différentes idéologies des partis. On ne peut pas se mettre ensemble pour le plaisir de le faire. Et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué l'éclatement de beaucoup de partis au Mali, comme l'ADEMA par exemple, qui faisait des attelage très mal assortis avec des trucs de gauche, de droite, de libéraux qui se retrouvent au sein des mêmes partis, la cohabitation devient explosive. Et donc moi, au-delà de ça, j'aimerais quand même un peu rebondir sur la question religieuse qui est extrêmement importante, d'ailleurs qui devrait avoir plus de temps à débattre parce que en réalité, il faut aujourd'hui qu'on parle sans langue de bois. Il n'y a pas d'amalgame à faire sur le discours religieux tenu aujourd'hui dans le pays parce que la religion elle-même, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'elle est nouvellement venue sur la scène politique. Elle n'est pas nouvellement venue. Elle a contribué à porter des gens au pouvoir, leurs amis au pouvoir. Il y avait Sabati 2012, 2002 ou 2012, je ne sais pas. Et 2012, après le coup d'État, le Conseil islamique était à Kati avec la junte. Ils ont participé aux réunions de Burkina Faso. Et puis, ils ont porté Ibrahim Bokar Keïta au pouvoir. En ce moment, ce qui est la contradiction principale de la religion actuellement, c'est qu'une démarche religieuse se veut un peu dualiste et un peu dans la multiplicité, mais uniquement, l'exception est faite uniquement au bon Dieu, à l'unicité de Dieu. Mais
quand la religion dans un pays se met à faire de l'amalgame, à dire que tout est pourri, n'est pas cohérente avec la démarche religieuse qui fait toujours la différence entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine, qui fait la différence entre les péchés ou ce qui est recommandé par Dieu. Et donc aujourd'hui, la religion est en train de tenir un discours, de jeter le discrédit sur la chose politique, alors qu'il y a différence entre politique et l'homme politique. La fonction politique aujourd'hui qui est en train d'être lamentablement écrasé par des discours aujourd'hui populistes qui n'ont aucun sens patriotique, qui n'ont aucun fondement idéologique, même religieux, constitue un vrai danger pour le Mali, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on dise clairement que si les religieux veulent le pouvoir, s'ils veulent notre chemise, qu'ils la récupèrent, mais qu'ils ne disent pas qu'elle est sale ou qu'elle pue. Parce que cela est contre tous les principes religieux. Et la religion veut aujourd'hui que, si la religion aujourd'hui jouait vraiment son rôle, elle devrait monter au créneau pour indexer les coupables, ceux qui ont gouverné ce pays, ceux qui ont été irresponsables et ceux qui sont sur la bonne dynamique. Quand nous on lutte matin, midi, soir, aux côtés des peuples pour aller sortir des gens dans les prisons, pour lutter contre l'injustice, pour récupérer les terres des paysans, nous ne pouvons pas supporter des leçons de morale qui consistent à nous dire que nous sommes tous pourris. Donc cela est une position ferme, et je le dis avec un peu de colère, mais une colère saine, que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas honnête, ce n'est pas musulman et ce n'est pas religieux. S'ils veulent le débat, eh bien nous sommes disponibles. D'accord, merci M. Bokoum. Et comme vous n'aurez plus le temps, en quelques 30, non même quelques 15 secondes, vos voeux, hein, nous sommes Tabaski aujourd'hui, voilà, vos voeux pour le monde, pour l'Afrique et pour le Mali. Mon vœu aujourd'hui, c'est que ce pays puisse retrouver la voie de l'apaisement, et que ce pays aujourd'hui, que Dieu puisse nous donner la chance de nous débarrasser de toutes ces personnes, de tous ces groupements qui ont contribué à nous amener aujourd'hui vers le chemin de la dérive, vers le chemin qui est aujourd'hui en train de compromettre dangereusement l'avenir de cette nation et à tout point de vue. Et comme le thème était sur le multipartisme et sur l'intégral et tout, il est important également de dire que cette démocratie malienne aujourd'hui a été la plus grande arnaque de notre époque, parce que c'est une démocratie qui se voulait au nom du peuple, mais qui s'est dressée contre son peuple et qui est partie vers une mauvaise redistribution des richesses, mauvaise distribution de la justice, etc. Et nous demandons bonne fête à tous les Maliens. Merci beaucoup, M. Doumbia. Alors, vous avez été le premier à être très critique vis-à-vis de ce multipartisme intégral. Vous l'avez même taxé souvent d'anarchique. Mais est-ce que vous voyez en ce multipartisme intégral la possibilité, mais vraiment d'éclairer mieux notre démocratie pour le bonheur de tous les Maliens? Déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas contre le multipartisme, mais je suis pour le multipartisme qui a beaucoup de vertus, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, je pense que notre pays a une chance énorme, parce que c'est un pays composé d'hommes et de femmes de valeur. Mais le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mon ami Bokoum est en colère, mais il ne faut pas qu'il soit en colère. Si vous avez 100% de partis politiques ou d'hommes politiques et que vous vous retrouvez avec 90% qui se sont décrédibilisés et qui font de la politique, de sorte que les gens ont même honte de faire de la politique, vous allez trouver ce jugement-là et vous allez laisser le terrain à d'autres personnes. C'est ce qui est arrivé au Mali. Il faudrait que chez notre peuple, ceux qui sont vertueux s'impliquent dans la politique. Je ne peux pas comprendre que des cadres qui soient vraiment des cadres valeureux, qui ont des idées à faire valoir, se mettent à côté et restent dans leur petit confort sans s'impliquer dans la politique. C'est qu'on le veuille ou non, c'est les partis politiques qui gouvernent, c'est les hommes politiques qui gouvernent. Il faudrait que toute la crème intellectuelle de notre pays s'implique dans la politique. Sinon, on va se retrouver avec les derniers qui gouvernent les premiers. Ce qui est important, qu'il faut signaler par rapport aux religieux, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Les partis politiques aujourd'hui au Mali ont dessus, pour la grande majorité. Les partis politiques aujourd'hui ne prêchent pas l'idéologie politique. Qu'est-ce qui fait que les religieux mobilisent plus que nous? Nous devons nous remettre en question. C'est parce que les religieux, quand même, ils prêchent la parole de Dieu. Ils parviennent à avoir des adeptes parce qu'ils ont des lignes idéologiques. Ils parviennent à avoir des gens qui sont prêts à mourir pour eux parce qu'à la base, ils ont formé, ils ont prêché la parole de Dieu. Mais nous, les hommes politiques, aujourd'hui,
nous ne sommes pas crédibles, nous ne formons pas, nous n'avons que des électeurs, nous n'avons pas de militants, ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont allés rechercher les religieux. Ce que nous avons recherché, ce que nous avons planté, c'est ce que nous sommes en train de récolter. Il est temps que ça cesse. Et vos voeux. Et vos voeux. Mes voeux, c'est un pays qui retrouve la paix. Mes voeux, c'est que Dieu fasse en sorte que le Malien aime davantage le Mali. Le problème du Mali n'est pas ailleurs. Le problème du Mali est malien. Je fais référence à cette pensée de Victor Hugo qui nous dit que l'archer est un modèle pour le sage. Quand il a raté le milieu de la cible, il en cherche la cause en lui-même. Il faudrait que chaque Malien se pose la question: qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas pu faire pour l'épanouissement de mon peuple? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas pu faire pour que notre pays puisse sortir de la crise? Il faudrait qu'on mène une guerre. Nous sommes tous des soldats. Battons-nous pour que l'on mène cette guerre, mais la première des guerres, la guerre qui vaille, la guerre contre nous-mêmes et nos propres défauts. Merci que beaucoup. Dieu sauve le Mali. Merci beaucoup, M. Doumbia, M. Camara et M. Aya. Il ne nous reste plus que 3 minutes, ça va devoir aller trop vite. Alors, dernier mot et puis vœux, rapidement. Bien, merci M. Dissa. Au fait, je pense simplement que ce débat est intéressant, en cela qu'il soulève un certain nombre de questions. La première question, c'est est-ce que le multipartisme intégral que le constituant en 1992 a permis véritablement, n'est-ce pas, de combler les attentes, n'est-ce pas, du peuple malien. Et je crois que la réponse à cette question, elle est vraiment mitigée. Mais comme Aya l'a dit, notre démocratie, n'est-ce pas, n'a pas une longue histoire. Mais toujours est-il que nous devons de nous remettre en cause, d'étudier, n'est-ce pas, ces parcours-là déjà, de faire le point pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'intérêt exclusif de notre peuple et non, n'est-ce pas, dans l'intérêt de quelques personnalités suffisamment intelligentes qui ont réussi, n'est-ce pas, à occuper les meilleures loges à partir de la révolution de 1991. Deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement important que chaque Malien comprenne que quand on veut faire de la politique, on a la latitude, le droit et la liberté de le faire. Et l'homme politique n'est ni un saint, ni un dieu. C'est un homme, avec ses qualités, avec ses défauts. Alors, il ne peut être tenu pour responsable que de ce qu'il fait, de ce qu'il dit ou de ce qu'il entreprend. Maintenant, lorsqu'un religieux sort de la mosquée pour venir sur le terrain politique, il ne peut être traité que comme un homme politique. D'accord. Donc, M. Camara, excusez-moi de vous arrêter. Oui. Vos vœux rapidement. Voilà. Donc, avant mes vœux, la dernière idée... Je vous couperai sans le vœu alors. Ah, d'accord. Donc, donnez votre idée, Aya conclura, Aya fera le vœu. Donc je souhaite à notre peuple de se retrouver. De se retrouver en ce sens que les plus grandes difficultés que ce pays a pu connaître à travers l'histoire, nos ancêtres nous ont démontré qu'à travers le dialogue, à travers la concertation, à travers, n'est-ce pas, la discussion, la fraternité, on a réussi à les surmonter. Et c'est chez nous, ici au Mali, en 1222, qu'il y a eu la charte de Kouroukanfouga, qui est la première constitution de l'histoire du monde. Et je pense que nous décevrons, n'est-ce pas, nos ancêtres si on ne se montrait pas à la hauteur de leur dignité. Merci, M. Camara. M. Aya, dernier mot et puis vous verrez rapidement. Merci. En une minute maintenant. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller rapidement. Je pense que l'incursion, n'est-ce pas, des religieux dans la politique, il fallait s'y attendre, quoi qu'on l'a dit. On a été les chercher dans les mosquées. On a vu beaucoup d'hommes politiques, n'est-ce pas, aller dans les mosquées les chercher pour qu'ils viennent dans le champ politique. Aujourd'hui, ils sont là, nous devons en tirer les conséquences. Mais il faut se dire aussi que tirer les conséquences, les mettre dans la légalité. S'ils veulent créer un parti politique, ils sont libres de le créer, mais pas
aussi la charte des partis politiques aussi réglemente cela. Nous ne pouvons pas créer un parti politique à caractère ethnique, à caractère régionaliste ou à caractère religieux. C'est très clair. Donc c'est des hommes, c'est des Maliens. Ils ont la liberté de créer leur parti politique. Ils n'ont qu'à créer et rentrer dans le champ politique. Et maintenant, je voulais présenter mes voeux les meilleurs à tous les Maliens et toutes les Maliennes. Et mes pensées vont particulièrement aujourd'hui à des déplacés ou réfugiés qui sont dans des camps qui souffrent. Parce qu'il est important que pour tout chef de famille, de passer cette fête en famille. Mais malheureusement, du fait, n'est-ce pas, de la crise de 2012, nous avons encore nos compatriotes qui sont un peu partout à travers le monde et qui nous regardent. Donc mes voeux vont faire en sorte que Allah le Tout-Puissant puisse ramener la quiétude, la paix et la sécurité dans notre pays, pour que le vivre ensemble, qui commence aujourd'hui aussi à prendre des coups, n'est-ce pas, puisse revenir. Donc je souhaite vraiment le meilleur pour chaque Malienne et chaque Malien. Et également Africable, qui nous a permis également de faire ce débat. Merci. Nous vous remercions. Nous souhaitons que, en tout cas, comme je le dis très souvent, que la scène du continent soit la scène mondiale. Merci beaucoup. Monsieur Kamara, je vous joins au vœu de Monsieur Aya, vu que vous avez manqué de temps pour le faire. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous étiez sur Africable Télévision, que je vous demande de suivre toujours, de rester toujours fidèle au programme d'Africable Télévision. Et ce soir, c'est votre émission politique, les débats qui prend fin sur ces vœux de réussite, ces vœux de paix pour le Mali, pour l'Afrique, pour le monde. Notre thème de ce soir, c'était le multipartisme intégral au Mali. Quelles leçons en tirer avec M. Amadou Aya, secrétaire général adjoint du parti CODEM, Convergence pour le développement du Mali, M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs, M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et notre quatrième invité était M. Amidou Doumbia, secrétaire à la communication adjoint du parti ILMA. Quant à moi, mesdames et messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ces numéros de politique, le débat. Passez d'excellents moments en famille en ce jour de fête. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.